Bien, bah écoutez, effectivement, l'enchaînement, et merci encore une fois pour ce dessin, parce que non seulement il a permis de détendre un petit peu l'atmosphère d'un débat qui était un petit peu, on va dire, le débat était très détendu, mais le sujet était très, pas angoissant, mais j'allais dire, il faut voir des inconnus qui ne nous permettent pas de nous projeter à 100% sur ce que les régimes des retraites sera dans quelques années, mais il était extrêmement riche. Alors, on a parlé justement de réchauffement climatique, il n'y aura plus de neige. Alors, c'est bien, la transition est toute tracée. Messieurs, je vais vous inviter dans un premier temps à vous présenter, si vous le voulez bien. Vous avez un micro, oui, Thomas Salès, ou peut-être on commence par vous, effectivement. Oh, voilà. Et en quelques mots, qui êtes-vous et l'entreprise que vous représentez? Eh ben, bonjour, donc Thomas Salès, je suis le gérant de la société Système Solaire qui est à Cournon d'Auvergne. On intervient dans les énergies renouvelables et plus précisément la production d'énergie photovoltaïque. D'accord. Stéphane Gremont, là j'allais dire, vous êtes chez vous aujourd'hui, hein, Oui, quelque oui, part, presque, alors, oui. quelques mots. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Stéphane Gramont, je travaille au sein du cabinet Barbin et donc j'ai la compétence de l'assurance dommage. Donc je m'occupe plus particulièrement des entreprises et des professionnels sur les risques qui peuvent les intéresser, donc des garanties dommages, des responsabilités civiles, des pertes financières et ensuite dans le domaine de la construction et du transport. Un métier qui bouge, hein. On a vu tout à l'heure, il faut vous intéresser aux cyberattaques. Maintenant, on va parler de nouvelles technologies environnementales. C'est un métier qui bouge beaucoup, hein. L'assurance, on imagine ça quelque part plus posé, un vieux métier, mais vous êtes tous les jours en train de vous remettre en question finalement. Oui, Hein, complètement, c'est ce qui est intéressant. C'est vrai que quand je parle de l'assurance dommage, on pourrait penser au contrat figé incendie et voilà, transport des marchandises des bateaux, puisque l'assurance est partie de là au XVIIe siècle. Et puis voilà, le risque cyber, avec Nicolas, on s'y est intéressé très rapidement. Oui. Effectivement, ça n'existait pas encore il y a 3 ans, nous on n'en parlait pas. Et là, on vous a assuré des centrales de production photovoltaïque. Et voilà, là aussi, c'est tout nouveau. La partie, voilà, de tout ce qui est l'environnement technologique aussi, qui est intéressant, parce qu'au final, voilà, c'est absolument pas figé. Ça évolue avec son temps. Alors, on va repasser le micro, j'allais dire, à l'expert du domaine. Thomas Salès, j'allais dire, quand on parle d'énergie renouvelable, quand on parle on a plein déjà d'a priori. Moi, le premier, je m'intéresse beaucoup au sujet, pourtant Dieu sait si j'écris en tant que journaliste sur ce sujet-là. J'étais persuadé qu'on ne pouvait que revendre sa production à EDF, et puis que c'était compliqué, et puis installer une centrale ou une centrale photovoltaïque, c'était réservé aux grands, dans des grands espaces, et en échangeant, en discutant ensemble, j'ai découvert qu'on peut démarrer sur son balcon, ou presque, et puis qu'on peut aller jusqu'à la grande entreprise, et qu'on peut autoproduire pour soi-même. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, en fait, il y a une idée ancrée dans chacun de nous, c'est qu'on ne peut pas utiliser sa propre énergie, l'énergie qu'on produirait, en fait, pas du tout. Ce qui est interdit en France, c'est de distribuer l'énergie. Ça, c'est réservé effectivement à EDF et à ses filiales. Par contre, produire et utiliser soi-même son énergie, ça a toujours été autorisé, en fait. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et c'est ce modèle-là qui est petit à petit en train de s'imposer, c'est-à-dire que le fait de produire et de revendre à EDF, ce à quoi on pense un petit peu systématiquement quand on pense photovoltaïque, est en train de disparaître au profit d'une production et d'une utilisation in situ, c'est-à-dire pour soi-même, de l'énergie qu'on produit. Alors, autoproduction résidentielle, on arrive à comprendre, on met sur son toit quelques panneaux, mais autoproduire son énergie quand on est une industrie, c'est quelque chose qui commence à rentrer aujourd'hui dans la réflexion des chefs d'entreprise, et c'est là où vous intervenez, vous proposez des solutions. C'est ça, et ce qu'il faut voir, c'est que le principe est exactement le même. Qu'on parle d'un pavillon, qu'on parle d'une usine, d'un centre commercial, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça reste toujours la même architecture, des panneaux, des câbles, des onduleurs, et in fine, une utilisation directe de l'énergie. Et un peu à notre surprise, en fait, on voit que c'est prioritairement justement les industriels, les professionnels qui se lancent là-dedans plus rapidement que les particuliers. Le marché du particulier a un petit peu de mal encore à démarrer. Alors, c'est un domaine qui est bien connu dans le monde agricole, par exemple. J'allais dire, j'interviens beaucoup pour les sommets de l'élevage, et on voit effectivement, là par contre, c'est déjà chaque professionnel de l'agriculture, ou agriculteur étant un peu réducteur, chaque aujourd'hui chef d'entreprise dans le domaine de l'agriculture a une réflexion sur sa propre production d'énergie, mais on commence à apercevoir maintenant des entreprises qui sur leur parking, qui s'installent des centrales. Comment ça marche? Comment on vient vous voir et comment vous accompagnez dans un calcul de production, dans un coût? Quel est votre champ d'intervention finalement jusqu'à l'installation finale de la centrale?
Alors moi, on vient me voir parce que on en a marre de se faire croquer par les hausses d'énergie. D'accord, Voilà. c'est Donc, c'est ce que je dis souvent, je vais me répéter, mais je vends des anxiolytiques autant que des panneaux solaires en fait. Et donc en fait, les gens veulent arrêter de subir les hausses d'énergie, surtout sur l'année passée. Moi, j'ai des clients qui ont vu leur poste énergie doubler. Donc ils veulent plus subir ça et ils veulent maintenant essayer de reprendre la maîtrise un petit peu de ça. Et ils ont la notion, à mon avis, à juste titre, que de produire leur propre énergie, ça peut être une solution. D'accord. Et j'allais dire, c'est que vous avez des solutions pour tout le monde. C'est quoi? Il faut de la surface au sol déjà, j'imagine, peut-être Alors, un minimum. en fait, toutes les personnes qui ont un toit et qui consomment de l'électricité, oui, potentiellement sont intéressées. Donc ça fait beaucoup de monde. On se rend compte que le principal obstacle, souvent, c'est l'éligibilité des toitures. C'est-à-dire qu'on va rencontrer une usine, une surface commerciale qui consomme donc de l'électricité, mais qui éventuellement n'aura pas une toiture suffisamment solide, suffisamment grande pour recevoir la centrale photovoltaïque. Donc là, il faut regarder des solutions de repli, le parking, ou alors équiper les voisins qui ont éventuellement de meilleures toitures et s'échanger l'énergie avec les voisins, parce que ça, effectivement, c'est possible aussi. D'accord. Pardon, comme je n'ai pas vu votre PowerPoint, c'est le vôtre ou c'est... Oui, c'est ça. Peut-être vous laissez dérouler aussi votre... C'est le mien. Votre présentation. Parce que je suis en train de partir. Voilà. De toute façon, bon, ça c'est système solaire. Je me suis présenté rapidement tout à l'heure. Juste, je pense que c'est intéressant de rappeler un petit peu où en est le photovoltaïque aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues. On a quelques péchés originels sur des sinistres, des choses qui intéressent les assureurs, qui font peur aux assureurs. On a des repas familiaux, des fois du dimanche, qui sont agités entre le cousin agriculteur qui a fait du photovoltaïque et celui qui n'en a pas fait. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu derrière nous. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui du photovoltaïque? Il y a une chose qui est bien acquise, bien admise par tout le monde, c'est que faire de l'électricité avec des panneaux solaires, c'est ce qu'il y a de moins cher aujourd'hui. Moins cher que le nucléaire, le gaz, tout ce qui est, toutes les alternatives possibles, moins cher aussi que les autres renouvelables. C'est quelque chose qu'on a dit qui peut se décliner de la maison jusqu'à l'usine de plusieurs dizaines d'hectares. On a aussi la chance d'avoir l'éolien qui fait un petit peu par avant, donc en fait les gens font plus des frondes contre les éoliennes que contre les panneaux solaires, donc il y a une bonne acceptabilité. L'impact environnemental est quand même a priori plus faible pour du solaire que pour de l'éolien. On n'a pas une surtout quand 240 mètres de verticalité. Ça se voit pas, voilà. C'est ça. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on est assez rarement embêté. Et puis aussi, on parle d'électricité, c'est-à-dire que c'est des choses qui se mesurent très bien, qui se quantifient très bien. Et donc, on peut facilement dire qui a produit quoi à quel moment et qui l'a consommé au même moment. C'est à ce titre-là que je disais qu'on peut, par exemple, s'échanger des flux d'énergie assez facilement. L'électricité peut être produite par son voisin et être consommée chez soi, par exemple. Voilà. Donc, on est aussi plus globalement dans un contexte de réélectrification. Bien sûr, la voiture électrique qui va augmenter énormément les besoins. Et puis le chauffage, les maisons sont mieux isolées, les maisons, les habitations. Donc ça redevient envisageable de se chauffer grâce à l'électricité. Dans tous ces avantages, il y en a un quand même qui est prépondérant, c'est la fourniture directe. Donc juste la fourniture directe, pour expliquer ça, on a tous plus ou moins vu ce genre de schéma. Sur notre facture d'électricité, en gros, il y a 3 tiers. Il y a un tiers de fourniture d'énergie en elle-même, un tiers de péage, ce que vous fait payer le réseau pour acheminer votre électricité, et un tiers de taxes. Et la question, c'est quand je produis moi-même mon énergie, sur quoi j'interviens. Si j'interviens uniquement sur la partie fourniture d'énergie, effectivement, on voit qu'au mieux, je diminuerai d'1 tiers ma facture. Donc il y a un petit, autrement dit, une facture, c'est la somme de postes fixes, d'abonnements, si vous voulez, et de choses qui sont proportionnelles à l'énergie. Donc si on prend une facture, donc ça c'est une facture réelle, j'espère que je l'ai bien anonymisée, et si on prend les postes un à un, en fait on voit quand même qu'on peut intervenir sur la majorité des postes, et en plus il se trouve que ce sont ceux qui sont les plus élevés. Donc sur cette facture qui faisait hors TVA 2540 €, à supposer qu'on ait fourni toute son énergie, et ça on verra plus tard que c'est possible, et ben on peut ramener sa facture de 2540 € à 200 €. Voilà. Donc ça c'est possible.
C'est pas zéro, mais enfin on peut l'impacter très fortement, même si la part énergie était que de moins de la moitié de cette facture. Vous évoquez dans une facture, il y a une part liée aux taxes. Oui. Donc ça veut dire que l'État renonce à cette taxe-là. Alors oui, il y a eu, effectivement, ça a été une question. Oui. Les Espagnols, jusqu'à ces derniers jours, ont imposé une taxe sur l'autoconsommation. D'accord, ok. Ouais. Et ça, en fait, ça a été interdit par l'Europe. Donc jusqu'en 2026, on sait qu'il n'y aura pas de taxe sur l'autoconsommation. Okay. Il n'y aura pas de taxe sur l'autoconsommation et valider aussi le fait que l'autoconsommation permette d'effacer des taxes qui sont pas ad hoc mais qui existent déjà, comme la fameuse CSPE par exemple. D'accord, ok. Voilà, donc, juste pour revenir un peu sur l'état des lieux du PV, ce qu'on pense c'est que le kilowattheure photovoltaïque va devenir celui qui est par défaut, celui qu'on consomme. Et on recourra aux autres formes de production d'électricité quand il manquera de photovoltaïque. Voilà, ça... Parce que autoconsommation, ça signifie quand même qu'il faut rester connecté au réseau, parce qu'il peut y avoir des pics, il peut y avoir des besoins particuliers qu'on ne couvre pas à 100%. Il y a encore besoin de rester sur le réseau classique. Il y a éventuellement besoin, mais ça peut aussi marcher dans l'autre sens. C'est-à-dire que je peux aussi avoir du surplus à fournir au réseau ou d'autres services à fournir au réseau. Donc le réseau, dans ces projets-là, nous on n'est pas du tout pour le village gaulois, pour s'extraire du réseau. C'est vraiment le réseau et une force pour valoriser cette installation. Le rachat de votre production, s'il y a lieu de le racheter, est toujours un peu surcoté par EDF ou Non, là on parle vraiment du marché. C'est-à-dire que quand le client a un surplus éventuellement, il va chercher un acteur sur le réseau pour lui acheter au mieux son surplus. D'accord. Donc juste rapidement, hein, c'est je pense plus intéressant d'illustrer, donc deux petites illustrations. Un client dans l'Isère, la société MTB. Donc MTB, ils font des machines pour recycler. Donc ils étaient intéressés sur l'extension de leur usine à avoir un impact le plus faible possible. Donc le cahier des charges, hein, c'était vraiment d'essayer d'être discret, voire neutre sur le plan de la consommation énergétique. Donc là, on a choisi directement de mettre des panneaux, donc il y a 3000 m², 300 kW à peu près, et une batterie, voilà, c'est la chose, les grosses armoires qu'on voit là. Et ça, alors, ça se traduit sur une journée comme ça. Donc juste rapidement, il faut imaginer que la courbe noire, c'est les besoins. Je vais pas tout passer, mais en fait, la courbe noire, là on est la nuit par exemple, et vous avez la nuit, il faut imaginer que le besoin, il n'y a pas de production solaire bien sûr, mais le besoin est satisfait par la batterie. Et là on voit en début de journée le soleil qui commence à produire, donc qui prend le relais petit à petit, voilà. Et quand il y a assez de soleil, ben, la batterie commence à se charger, voilà, et on a le phénomène inverse en fin de journée. Donc ça c'est la courbe typique, voilà, d'un site en autoconsommation équipé de batterie. Et au final, il manque une courbe bleue. La courbe bleue, c'est l'achat à EDF. Donc on voit qu'on arrive sur des journées typiques comme ça, et c'est le cas depuis qu'on a mis en service. Il n'y a pas d'achat à EDF. Donc là, on tourne à 100% sans avoir besoin de recourir au réseau. Donc voilà, donc cette courbe-là n'est pas forcément très spectaculaire. Ça, c'est l'achat au réseau depuis qu'on a mis en service en mai. Donc on a eu une panne en juin de la batterie qui nous a pourri nos statistiques. Et oui, là, voilà. Très nettement. Là, mais sinon, là, il faut bien imaginer que juillet, août, septembre, octobre, ça fonctionne, mais il y a simplement pas d'achat. On ne peut que saluer votre transparence et votre honnêteté que d'avoir laissé la courbe. Donc ça marche. En tout cas, on a vu que la batterie servait à quelque chose. Côté batterie, on entend beaucoup de choses sur les batteries, sur le fait que voilà, ça serait un peu le point faible aujourd'hui. Les batteries ne sont pas à la hauteur, ou elles coûtent cher, ou elles sont compliquées à recycler. Comment progresse l'univers de la batterie aujourd'hui? Est-ce que l'enjeu il est là? Est-ce qu'il se situe au niveau des batteries ou de la production de l'énergie? Ou peut-être que j'anticipe, je ne sais pas sur votre... L'enjeu il est clairement au niveau du stockage, effectivement. Voilà. Alors le coût des batteries est en train de suivre le même rythme que les panneaux. Le prix des panneaux a été divisé par 20 en 10 ans. Les batteries sont en train de suivre la même tendance pour plusieurs raisons. Une massification de la production via la voiture électrique. Les batteries de seconde main des voitures électriques qui vont être déposées, qui vont servir à faire du stockage comme ça stationnaire. Oui. Donc ça va arriver. Après, effectivement, les batteries, c'est pas forcément super au niveau environnemental. Il faut admettre que c'est une transition. Ce sera une transition dans le stockage
À terme, ce sera l'hydrogène, je ne sais pas, le méthane de synthèse. Effectivement, on en a pour 10-15 ans sur les batteries au lithium, sans doute comme pour les voitures. À terme, tout tournera sans doute sur des systèmes power to gas, c'est-à-dire je fabrique du gaz comme manière de stocker de l'énergie avec le renouvelable. D'accord. Alors un autre rapidement, donc ça c'est pas très loin d'ici, c'est à Brioude, sur une usine également. Alors juste pour illustrer ça c'est une copie d'écran du système de monitoring de Tesla. Ça, cette figure de principe, vous allez toujours la voir, c'est-à-dire une usine, un site qui est alimenté par la conjonction des panneaux, du réseau et ou des batteries, effectivement. Donc on voit là, normalement c'est animé, mais à chaque fois l'usine tire son énergie de la somme des trois, sachant qu'on peut avoir éventuellement des flux dans l'autre sens, c'est-à-dire si la batterie se recharge. Juste un petit retour d'expérience. Le premier graphique illustre le fait simplement qu'on recourt de moins en moins au réseau électrique pour consommer. Le deuxième est plus intéressant. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que quand on fait une installation d'autoconsommation, en fait, on achète beaucoup plus, on consomme prioritairement sur les heures pleines. On compense plus les heures pleines. Autrement dit, ça veut dire qu'on achète moins, et ce qu'on continue à acheter, on le paye moins cher, puisque c'est majoritairement des heures creuses. On peut aussi, quand on a une batterie, faire de l'effacement. Donc ça, c'est un avant-après. On peut, pour limiter la puissance appelée et son abonnement, et donc diminuer encore sa facture, paramétrer la batterie de telle sorte qu'elle fasse de l'écrêtage. Donc là, c'est ce qu'on voit, on a un pic à 70 kVA qui en fait peut être ramené, peut être écrété et ramené à une puissance bien inférieure. Donc on pourrait presque alimenter l'usine avec un abonnement de l'abonnement d'une maison. Alors le plus intéressant, voilà, c'est l'impact sur les factures. Donc ça, on n'est pas obligé de tout lire, rassurez-moi, c'est bon, non, le chiffre dans le carré vert en haut, c'est voilà, ça. Voilà. Donc c'est quand même une usine qui consomme pas loin entre 2 et 3 MWh par mois. Et on voit sur les 2 derniers mois, voilà, il y a des factures qui sont plus ou moins symboliques. Pourquoi? En fait, simplement parce que ce client achète beaucoup moins d'électricité et aussi revend son surplus. Donc il y a certains mois où simplement il va revendre encore plus que ce qui continue à s'utiliser. Et donc on arrive à des factures qui sont quasi nulles. Voilà, donc juste pour conclure un petit peu, l'autoconsommation change quand même pas mal la donne. Les gens se réapproprient un peu leur énergie. Une motivation première qui est bien sûr financière. On a aussi du greenwashing, mais de moins en moins parce que les gens sont quand même challengés par leurs clients sur les environnementales, sur le RSE. Et puis ça permet à des gens comme nous de faire des offres nouvelles, des offres qu'ils ne voyaient pas forcément sur la fourniture d'énergie, comme par exemple proposer des coûts fixes d'énergie sur des durées très longues, 10 ou 20 ans, au lieu des 3 qu'on a vus. On passe en mode autoconsommation, enfin non plus, ça fait du bien quand ça arrête, c'est ce que... On peut redistribuer. C'est ça, voilà, j'ai le même problème que vous tout à l'heure, et c'était effectivement... Alors, les factures baissent, on a compris, la consommation baisse, on a un impact environnemental. Si on doit mettre dans la balance après votre installation, ça va être la location des batteries, on est encore gagnant, ou la motivation reste une motivation environnementale, ou il y a réellement un gain financier? La motivation, elle est financière. Chez nos clients, on a des temps de retour qui sont entre 5 et 7 ans, en fait. D'accord, ok. Qui parlent à des industriels qui sont cohérents. D'accord. Les tendances à venir, j'allais dire, aujourd'hui, vous sentez réellement ce marché est en train de prendre, de croître, la demande est en croissance? Oui, en fait, nous, on a juste à attendre que le coût de l'énergie augmente. Chaque fois qu'il y a une annonce d'augmentation de l'électricité, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc effectivement, oui, là, les gens y réfléchissent de plus en plus. La limite, c'est encore une fois souvent les toitures. Oui, bien sûr. Comment vous argumentez face à d'autres énergies renouvelables? On évoquait l'éolien, j'allais dire, ou d'autres, je ne sais pas, le biogaz pour ceux qui peuvent être concernés. Vous
vous êtes positionné par rapport à eux? J'allais dire, il y a vraiment une différenciation ou c'est un simple choix humain, j'allais dire, par rapport à... Mais quand on parle d'autoconsommation, il n'y a pas vraiment d'alternative au photovoltaïque. Ce que j'ai dit, c'est la seule quand même qu'on puisse installer sur son toit et pour s'alimenter directement. Oui. Une éolienne peu envisageable, du biogaz très compliqué aussi. Un panneau, ça s'installe très vite et c'est pas très très compliqué comme installation. Donc en fait, c'est là où le photovoltaïque a quand même un avantage décisif, c'est-à-dire c'est le seul moyen de produire et d'utiliser directement son énergie. Alors on a parlé du marché résidentiel, du marché industriel. Les collectivités sont intéressées également. Il y a des villages, des villes, enfin des villes c'était un petit peu gros, mais au moins des villages peut-être qui cherchent à aller dans l'indépendance énergétique aujourd'hui. Oui, il y a quelques projets comme ça. Ils sont surtout intéressés aussi par les projets d'autoconsommation collective, c'est-à-dire de mutualisation des centrales sur un périmètre donné et après de quantifier les flux qui s'échangent entre chacun. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les communes. Bon, effectivement, un marché nouveau et particulièrement intéressant en termes de capacité, en termes de soleil, question classique un peu, j'allais dire, sur nos territoires, ça reste, ça va, en nombre d'ensoleillement, c'est pas Montpellier, mais ça va, on peut installer des panneaux, ils sont rentables. Oui, c'est pas Montpellier, c'est pas Naples, mais c'est pas non plus Anvers ou Stockholm. Hein, oui, bien sûr. Pourtant, il y a encore plus de photovoltaïque chez nous. Donc, non, on est en Auvergne, on est dans une bonne moyenne. Bon, c'est pour moi un élément important, et a priori du soleil, il y en a, et aujourd'hui il y en a. Alors j'allais dire, on installe des panneaux solaires, on installe une centrale, et puis c'est là où naît un nouveau besoin, parce qu'il va falloir assurer tout ça. Ça devient un métier très technique, ce qu'on disait tout à l'heure. Quelle est la nature dans ce cas-là du contrat? Quelle est la relation que vous avez avec peut-être l'entreprise de monsieur, et quelle est la nature du contrat qu'on peut proposer effectivement à une entreprise qui viendrait à s'installer, je ne sais pas, quelques milliers de mètres carrés de panneaux solaires? Qu'est-ce qu'elle peut attendre aussi de ce contrat-là? Oui, voilà, c'est ça. L'orage de Grêle, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Alors, j'ai envie de dire, qui peut le plus, peut le moins. Oui. On parle d'industrie. Également, les particuliers, même si c'est un marché naissant, peuvent être intéressés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des contrats multirisques habitation peuvent intégrer justement ce genre de solutions de production d'énergie. Donc avec des petits capitaux qui sont souvent suffisants et qui peuvent justement prendre en charge le matériel pour ses propres dommages et également ensuite les conséquences qu'il pourrait y avoir, un incendie, un dommage électrique. Voilà, donc ça c'est assez simplifié. Par contre, dès qu'on rentre dans le domaine du professionnel et de l'entreprise, on est sur des capitaux qui sont quand même très importants. Toutes ces machines-là, ça coûte très cher. Oui. Donc on est sur des solutions d'assurance dédiées, des solutions d'assurance multirisque, puisque à l'intérieur, on va avoir plusieurs axes de garantie. Et ces solutions vont relever du risque technique des compagnies d'assurance. Voilà, donc ce sont vraiment des contrats qui sont spécifiques au photovoltaïque, comme on peut après avoir des solutions spécifiques à l'éolien, à la méthanisation. Voilà, donc on a vraiment des choses qui sont très ciblées et adaptées. Voilà, exactement. Alors, je vous laisse enchaîner sur le... Il est à la suite de votre PowerPoint ou... Voilà, exactement. Alors je vais vous laisser dans ce cas-là. En bas. Pendant les 3 secondes, je voudrais repasser la parole à Thomas. On parlait de nature de risque. C'est quoi la nature de risque principale pour une centrale? On imagine l'orage ou une surtension électrique. Ça ne prend pas feu, ça prend feu. Ah non, il y a des batteries. Oui, il y a des batteries qui peuvent aussi. Excusez-moi de vous obliger de parler un peu des risques de votre... Voilà. C'est un risque très rare qui peut arriver de manière... voilà. C'est quoi le risque principal? Le risque principal... alors on va... À part 3 semaines de pluie, mais ça c'est... Bon, à part 3 semaines de pluie où oui, ce serait alors en fait ce serait la panne qui entraînerait une rupture de production derrière, une perte d'exploitation, même si ce qu'il faut bien voir, c'est pour que ça marche, il y a toujours le réseau électrique qui doit se substituer. D'où ce qu'on a vu là, un pic après de consommation, mais ce n'est qu'un pic de consommation, c'est pas une arrêt d'exploitation. D'accord, ok, c'est important. Pardon, je reprends le micro. Merci. Alors moi, tout de suite, quand j'ai commencé à m'intéresser aux solutions d'assurance photovoltaïque, j'ai tout de suite pensé à la grêle. Voilà, puisque
par habitude, malheureusement, c'est vrai que dès qu'il y a des orages de grêle, comme on a pu en avoir cet été, j'ai l'habitude de régler les sinistres sur les toitures, les skydomes, tous les éléments vitrés des bâtiments. Et donc là, automatiquement, j'ai pensé au photovoltaïque et je touche du bois pour l'instant, mais toutes les installations que j'ai assurées n'ont pas subi de dommages particuliers suite à la grêle directe. Voilà. Donc, je pense que quand on est sur des installations qui ont été fabriquées et montées de manière sérieuse, ensuite le risque, je dirais, vous avez le risque d'incendie, mais qui peut être subi. C'est-à-dire, puisque bien souvent, on l'a vu, ces panneaux photovoltaïques sont placés sur des toitures d'entreprise. Bien sûr. Et donc, il peut y avoir un dommage incendie subi. Et ensuite, je dirais, celui qui est le plus principal, ce que disait Thomas, c'est le dommage électrique, un cas de surtension qui va abîmer les onduleurs ou tout le matériel, électrique, voire même envoyer cette surtension dans le réseau et causer des dommages à l'environnement. D'accord. Voilà. Je vous laisse dérouler. Voilà, alors. Quelques diapos. Donc je voulais dire que voilà. L'installation, effectivement, voilà, quelle que soit la nature physique du lieu sur lequel. Exactement. Tant que c'est pas bricolé, que c'est installé par un professionnel, on peut tout faire. Alors après, les différents acteurs que sont les compagnies d'assurance vont avoir des appétences. On parlait tout à l'heure du milieu agricole, il y en a qui ne veulent pas y toucher. D'autres vont vouloir des hangars, mais dans lesquels ils sont certains qu'il n'y aura pas de paille ou de foin stocké. Et d'autres qui acceptent le risque, alors bien entendu toujours dans le cadre d'une prévention, puisqu'on est là, on est quand même sur des contrats au final qui vont déboucher sur du cas par cas. Oui, il va y avoir des études et de la visite sur le terrain. J'ai noté qu'on peut installer chez le voisin également. Ça doit être amusant pour l'assurance. On installe les panneaux chez le voisin, on exploite chez soi. On doit avoir une spécificité dans la nature du contrat là, qui doit. Disons que dans les contrats d'assurance, après, on peut tout faire. L'essentiel, c'est que tout soit écrit avant que le sinistre ait lieu. Voilà, exactement. que ce soit validé. Donc ensuite, j'ai essayé de voir à peu près quelles pouvaient être les solutions. Donc on va avoir les installations au sol. On voit de plus en plus ce qu'on appelle des ombrières dans les parkings. Donc vous avez les véhicules qui peuvent se garer dessous, effectivement, sous une structure qui leur permet de rester à l'ombre. Et au-dessus, on a, comme dans les locaux de système solaire, vous pouvez vous garer et au-dessus, vous avez l'installation photovoltaïque qui fonctionne. Donc les hangars agricoles, sur les toitures, donc tout type de toiture, d'habitation, de surface commerciale, de bureaux, tout est possible et envisageable. D'accord. Voilà. Le seul élément bloquant peut être la législation en matière d'installation. Je pense à des villages classés, à des bâtiments de France, à des choses comme ça. Peut-être. Je vous prends 30 secondes la parole. Au début, oui, sur le résidentiel, au début, c'est une question qu'on avait beaucoup. Et là, ils ont un petit peu relâché la bride, effectivement. Parce que là, ces derniers temps, on s'est rendu compte qu'on était très souvent en proximité d'un aéroport. Et donc, il faut faire des études d'ensoleillement, d'éblouissement pour les avions qui approchent. Et sinon, au niveau réglementaire, les contraintes sont quand même assez light. Ok, monsieur Varmon, je vous le micro, je vous laisse continuer. Merci. Voilà, alors j'ai voulu souligner un fait, c'est qu'effectivement, installation photovoltaïque, on pense, et on est parti tout de suite dessus sur l'assurance dommage. Voilà ce qui peut arriver directement sur l'installation, mais cette installation, avant, il a fallu la monter, la construire, et il faut savoir qu'il existe des solutions d'assurance avant que celle-ci soit en exploitation et avant que celle-ci ait été réceptionnée donc à la fin des travaux. Et donc on peut partir sur une solution d'assurance de tout risque chantier qui existe pour tout type de chantier. Donc on va assurer le matériel avant qu'il soit en exploitation, au moment où l'entreprise est en train de l'installer. Ça peut être tout simplement la chute d'un élément, une erreur d'un branchement, un départ d'incendie ou autre, qui font que si on est obligé d'attendre de trouver une quelconque responsabilité, le chantier est arrêté. Voilà. Et donc pour éviter de perdre du temps et de continuer à être le plus rapide possible, on va en fin de compte faire souscrire au client, ça c'est son libre choix bien sûr, un contrat tout risque chantier. C'est-à-dire que c'est un contrat dommage qu'il va maîtriser. Et donc c'est un dommage, donc il arrive quoi que ce soit à l'installation,
Donc c'est garanti, le contrat va fonctionner, donc va prendre en charge le coût des réparations, de racheter du matériel, et ensuite se chargera, dans un second temps, de trouver une possibilité de recours s'il y a une responsabilité à rechercher. Mais je dirais que ce n'est plus le problème à ce moment-là du client. Voilà, donc ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Voilà, lui, l'essentiel, c'est que son installation soit vite réceptionnée pour qu'elle puisse fonctionner. Voilà, donc ça existe, c'est assez simple. Il faut connaître, bien entendu, le coût du chantier, le type d'installation. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. Effectivement, de réfléchir à ça, voilà, avant même. Alors voilà, justement, tout marche, monsieur est intervenu, sa boîte, c'est parfait, ça fonctionne, c'est dans les délais, il n'y a pas eu besoin de s'assurer avant, et là, tout fonctionne, et on est en phase d'exploitation. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qu'il me manquait, merci. Voilà. Voilà, donc, alors je l'évoquais tout à l'heure, c'est un contrat multirisque, donc qui est articulé autour de 3 axes de garantie. Donc le premier, c'est donc tout ce qui touche les garanties dommages, donc voilà, celles qui nous viennent tout de suite à l'esprit, l'incendie, les tempêtes de grêle-neige, les dommages électriques. Vous pouvez avoir... chute de météorites, non. Alors, de météorites, bien sûr, mais il y a une ligne non, on n'avait prévue... pas de question piège, pardon, je retire. Non, mais c'est vrai, mais par exemple, la chute d'aéronefs et de pièces d'appareils aériens, effectivement, est prévue. Ah oui, c'est en inclusion et c'est noté dans les garanties. Voilà, donc oui, tout à fait. Donc ça, cette partie dommage, voilà, qui est, je dirais, assez maîtrisée, une garantie tout risque sauf. Mais après, nous allons avoir aussi un volet de pertes financières, des pertes d'exploitation. Donc effectivement, soit vous êtes en autoconsommation et du coup le système ne fonctionne plus et vous devez racheter de l'électricité au réseau. Donc c'est un surcoût, ce sont des frais supplémentaires d'exploitation qui peuvent être pris en charge par le contrat, ou également donc des pertes d'exploitation parce que pendant le temps des réparations, tout s'arrête. Tout s'arrête et donc l'activité et le système ne fonctionne plus. D'accord. Donc on a ce volet-là, et ensuite le volet responsabilité civile. Donc je disais tout à l'heure, une garantie dommage peut entraîner un sinistre, un préjudice au réseau, un incendie peut entraîner des risques locatifs, c'est-à-dire qu'un départ sur l'installation peut abîmer tout ou partie du bâtiment, mais également le voisinage. Voilà, donc après on peut subir des recours, justement, ce qu'on appelle nous les voisins et des tiers. D'accord. Donc voilà, on a un triptyque de garantie qui permet de couvrir, je dirais, un maximum de préjudices et d'éléments que le système pourrait soit subir, soit causer. D'accord. Donc je vois, alors je parlais aussi... Jusqu'aux défenses recours, je vois. Oui, alors voilà, alors je voulais aussi parler de la pollution accidentelle. Voilà, alors pollution accidentelle non graduelle. Oui. Alors là, ça s'applique vraiment typiquement au photovoltaïque, parce que je ne pense pas qu'il puisse y avoir une pollution comme ça induite et sourde dans l'environnement, hormis voilà, un incendie qui pourrait provoquer, on l'a vu à Rouen, des fumées ou autres. Alors après, je ne sais pas, voilà, si on peut aller jusque-là. Rouen est un vaste débat qu'on va mettre de côté pour l'instant. Voilà, exactement. Mais voilà, on pourrait avoir une pollution plutôt dans ce cadre-là. Voilà, il n'y aura pas, je ne pense pas à une pollution graduelle des terrains, mais plus de l'environnement aérien, par exemple. Voilà. Et alors la défense recours, alors là, cette garantie-là, on la retrouve de pair dans tous les contrats responsabilité civile, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. C'est-à-dire que si vous causez ou si vous subissez un dommage, eh bien cette garantie-là va vous défendre, tant à l'amiable qu'au niveau judiciaire, parce que vous avez le contrat responsabilité civile. D'accord. Est-ce que en matière d'équipement solaire, à un moment donné, l'assureur que vous êtes, a déjà eu des cas concrets sur lesquels il a dû réfléchir, se positionner, ou est-ce que c'est tout émergent aujourd'hui? Vous avez des clients, bien évidemment, c'est une bonne nouvelle, mais j'allais dire, est-ce qu'il y a déjà eu à subir des aléas qui vous ont amené à engager, ou est-ce que ça semble pour l'instant une technologie sûre? En vous, tout se passe bien Alors, on va dire que le baromètre, la température est en train de monter, puisqu'il y a quelques années, il y avait peu d'intermédiaires qui s'intéressaient à ça, des intermédiaires historiques, on va dire, que je peux nommer comme la compagnie Albingia, qui s'était fait une spécialité du risque technique et du bris de machine. Mais je
dirais, la technologie ayant évolué, alors il y a eu des problématiques aussi de matériel fabriqué en Chine. Oui, voilà, et donc voilà, beaucoup de compagnies ne voulaient pas aller là-dessus, ne voulaient pas être tout simplement faire office de garantie, hein, de garantie et assurer de matériel, on va dire, de mauvaise, moins bonne qualité que ce que maintenant peut être fabriqué. On a de plus en plus d'interlocuteurs sur le marché qui s'intéressent à ça. Voilà, donc là j'en ai noté quelques-uns. Voilà, donc Helvetia, Allianz, Generali, Albingia. Alors tout le monde encore ne le fait pas, mais il y a un vrai engouement pour ces compagnies-là, par exemple, pour faire du bris de machine spécifique. D'accord. Voilà. Quand vous parlez d'engouement, ça veut dire que le marché est vraiment en croissance. Aujourd'hui, vous avez une idée, je ne sais pas, d'entreprises, nombre d'entreprises équipées, on va dire, je sais pas, d'un Puy-de-Dôme, en Auvergne ou à Clermont, je sais pas, une statistique qui donnerait une sorte d'indice. Est-ce que c'est... Ça se compte sur les doigts d'une main, mais effectivement, on part de zéro. D'accord. Okay. On part de zéro. Le potentiel en Auvergne-Rhône-Alpes est évalué à 20 gigawatts. Donc 20 gigawatts, c'est 20 réacteurs nucléaires, voilà, pour donner. Oui, c'est ça. Mais effectivement, c'est 20 000 fois ce qui est installé aujourd'hui. D'accord, ok. Les plus grosses installations, c'est Trelleborg, c'est ça, non? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui en Auvergne, quand on voit les parkings à l'entrée de l'autoroute vers chez Ikea, ou d'autres installations plus grandes encore, ou un peu... En toiture, ça va jusqu'à 500 kW, donc c'est-à-dire ça fait à peu près 15 000 mètres carrés. Et puis après, il y a quelques centrales au sol en Auvergne. Mais en toiture, oui, c'est entre 10 et 15 000 mètres carrés. Ouais, d'accord, effectivement, de belles installations. Messieurs, quelque chose à rajouter? On donne la parole à la salle. Vous êtes prêts au jeu des questions-réponses? Allez, on y va. Vous êtes tous dans le noir, parce que là, on est vraiment dans les spots maintenant, dans les yeux. On ne vous voit presque plus, à part le premier rang. Oui, j'ai vu une main se lever. Oui, je sais qui a levé la main en plus.